Bonsoir. La pandémie du coronavirus ne faiblit toujours pas dans notre pays et la mobilisation et la sensibilisation, elles aussi, se poursuivent. Et pour la séance de sensibilisation de ce soir, nous avons sur ce plateau professeur Anoumou Dagna. Il est professeur de bactériologie, virologie, chef laboratoire Covid au CHU Sylvanus Olympio, également membre du conseil scientifique. Professeur Dagna, bonsoir. Bonsoir Anita, bonsoir aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Et nous avons également Madame Mazalo Kadanga, qui est le DG ou la directrice générale de ANADEB, l'Agence nationale d'appui au développement à la base. Madame Kadanga, bonsoir. Bonsoir Madame, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de TVT. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors nous sommes là pour parler de la situation de la pandémie au coronavirus dans notre pays. Quel est le point? Quelle est la situation aujourd'hui? Nous sommes vendredi. Que peut-on retenir d'une semaine de parcours ou bien de vie avec la maladie? Je vous propose de suivre la conférence de presse de cette semaine, la conférence hebdomadaire de la Coordination nationale de riposte contre la maladie, et nous revenons sur ce plateau. 164 cas positifs au Covid-19 cette semaine. Des anciens foyers de contamination s'éteignent, de nouveaux sont détectés dans la Kéran. 90% des contaminations sont à Lomé. La situation devient préoccupante selon le coordonnateur de la riposte. Des mesures restrictives pourront être prises surtout avec les fêtes de fin d'année. Nous ne voulons pas sortir des fêtes avec un grand nombre de cas, ce qui amène à revoir un respect scrupuleux au niveau des bars, au niveau des restaurants, et puis des dancing qui ne sont pas normalement autorisés. Il y a une augmentation des cas beaucoup plus à Lomé. Les districts de Golfe et d'Agoïvé sont atteints, mais à des degrés différents. Mais nous avons noté quelques foyers à l'intérieur du pays. En une semaine, nous avons eu 25 cas dans la Kéran. Mais rapidement, ce foyer est en train d'être éteint. Nous avons eu aussi le foyer de Ouassem dans le Yoto. Actuellement, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre et Ouassem rouvre aujourd'hui avec tout le respect des mesures barrières et de toutes les conditions que nous leur avons demandées. Plus de 200 guéris cette semaine grâce au professionnalisme du personnel de santé. Des mesures d'accompagnement ont été prises pour accompagner le travail ardu qu'abat le corps médical. Il y a eu certaines mesures qui ont été prises en faveur de ce personnel, notamment l'assurance vie, cette assurance qui permet de couvrir à la fois le personnel de santé en matière de contagion, même jusqu'au décès. Aussi, il y a eu une promesse de formation, ça a commencé. Il y a aussi le matériel de protection individuelle. Tout le personnel de santé dans le public va avoir une prime ponctuelle, c'est 50 000 francs par agent. Et les hôpitaux publics et confectionnels en bénéficient. La situation est suivie de près dans les écoles, les lieux de culte et dans tous les secteurs qui reprennent progressivement les activités. Le coordonnateur exhorte au respect rigoureux des règles d'hygiène en vigueur pour que les cas de contamination ne dépassent pas les capacités du Togo. Et nous sommes de retour sur ce plateau. Donc, professeur Dagna, en disant que le phénomène, on va dire, est observé depuis plusieurs semaines déjà, et cette semaine également, la contamination au coronavirus, à la Covid-19, monte toujours en puissance. Plus de 100 cas enregistrés cette semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce que, disons que le Togolais s'inquiète. On se dit, mais on dirait que la maladie gagne du terrain au jour le jour. Oui, quand on regarde la courbe d'évolution de nouveaux cas de contamination sur 3-4 semaines, on se rend compte qu'il y a une progression, une sorte d'augmentation des cas. Et
une analyse plus fine de la situation montre que 90% de ces nouvelles infections se passent dans le Grand Lomé, qui contient 2 districts sanitaires, Agoé et Golfe. Quand on regarde l'intérieur du pays, il y a des préfectures ou des districts qui, depuis 2 mois, n'ont pas signalé un seul cas de coronavirus. C'est vrai que la semaine dernière et l'autre semaine aussi, on a eu 2 foyers à l'intérieur du pays, comme l'a dit tout à l'heure le coordonnateur, notamment à Kanté et à Tablibo, à Ouassem. Ces foyers sont globalement en train d'être éteints, c'est-à-dire le nombre de nouvelles infections est en baisse sur ces foyers. On a quelques cas sporadiques dans quelques villes, mais le grand problème, c'est la ville de Lomé, le Grand Lomé comme on le dit, et c'est ça qui préoccupe nous tous. Disons que le Grand Lomé, c'est pratiquement entre 2 millions et 2,5 millions d'habitants. Le Grand Lomé, c'est là où se concentrent toutes les activités, les grandes activités économiques du pays. Et donc, c'est au Grand Lomé aussi qu'on observe tous les week-ends, vous voyez des mariages, vous voyez des grandes cérémonies d'enterrement, il y a la plage, il y a les bars, il y a les restaurants. Tous ces éléments mis ensemble peuvent justifier le chiffre qu'on observe à Lomé. Et donc, il nous faut faire une analyse plus fine de la situation et revoir les tests que nous-mêmes nous avons eu à prendre dans le respect des mesures pour voir si on peut arriver à contrôler la situation. Mais professeur, également, le taux de contamination grandit. Disons que les guérisons aussi sont tout autant nombreuses, mais malheureusement, on note également un fort taux de décès. Pourquoi cela? Parce que les gens guérissent. On se dit que normalement, à ce stade de la maladie, on se dit qu'on a presque... Bon, on n'a pas toutes les armes, mais on a beaucoup de moyens quand même pour pouvoir arriver à guérir ceux qui en sont malades. Alors, ceux qui décèdent, est-ce que c'est toujours dû au coronavirus en grippe? Parce que certains professionnels de la santé disent que ceux qui décèdent ont des maladies sous-jacentes, et quand on détecte très tard le coronavirus, ça fait que ces personnes décèdent. Alors, est-ce que c'est toujours le cas pour ces 6 ou 7 décès qu'on a enregistrés ces derniers temps? Alors, il y a une définition claire de l'OMS sur les décès qui surviennent sur ces maladies transmissibles. Si vous souffrez de coronavirus, s'il y a 10 000 autres pathologies autour, si vous décédez, on attribue le décès au coronavirus. C'est une question de définition épidémiologique. Voilà. Donc il faut qu'on le comprenne comme ça. L'autre point, c'est que le Togo a fait beaucoup d'efforts dans beaucoup de domaines. Mais le taux de décès qu'on observe au Togo est inquiétant. Quand on fait la proportion, on est à 2,2% de décès. C'est élevé. Ça doit nous préoccuper, c'est élevé, parce que les statistiques montrent que normalement, on devait tourner autour de 1%, 1,5% de décès. Ça veut dire que nous n'avons pas beaucoup de cas. C'est vrai, on est à 2700 et quelques cas, comparé à plusieurs, puis nous n'avons pas beaucoup de cas. Mais quand on fait le ratio par rapport au décès, 2,2, c'est pas bon, on doit faire des efforts là-dessus. Et c'est une question qui préoccupe aussi bien le ministère de la Santé, le conseil scientifique que le CNGR. Maintenant, quelles sont les causes si on les analyse? On se rend compte quand même que la plupart de ceux qui décèdent, pas tous, mais la plupart de ceux qui décèdent ont ce que nous avons des comorbidités, c'est-à-dire d'autres pathologies, d'autres maladies qui vont ensemble concourir au décès de la personne. C'est le cas du diabète, on en retrouve beaucoup dans ce cas, de l'hypertension,
d'autres maladies respiratoires, l'insuffisance rénale, on en a eu. Et il y a d'autres facteurs qui ne sont pas des comorbidités, qu'on appelle des facteurs, c'est comme l'âge. On sait maintenant que le coronavirus est la maladie, elle est plus dangereuse chez les personnes d'un certain âge, ceux qui dépassent 65 voire 70 ans. Le risque de faire des formes graves qui va entraîner des formes graves qui vont entraîner le décès est plus élevé chez ces gens. Et donc quand on fait l'analyse, on est à 60-70% des décès qui surviennent au Togo. Chez ces patients-là, on retrouve des comorbidités. Ça peut le justifier, mais nous devons redoubler de vigilance, nous devons faire un peu plus de sensibilisation pour que peut-être les gens, s'ils consultent plus tôt, peut-être qu'on puisse mieux les prendre en charge. D'accord. Alors, Madame Kadanga, nous avons écouté, disons, le professeur Danira nous donner les causes scientifiques et tout à cette situation. Alors, dites-nous, c'est vrai on voit que, bon, le taux de décès est quelque peu inquiétant et tout, mais quelle lecture, quelle analyse vous faites de la situation que nous vivons depuis plusieurs semaines déjà avec le taux élevé de contamination? Merci beaucoup, madame. Je crois qu'en regardant la situation, en analysant la situation, que nous avons un sérieux problème lié au changement de comportement face à cette pandémie. On a comme l'impression que de temps en temps, le Togolais, la Togolaise oublie qu'on vit un contexte de crise sanitaire qui lui demande de prendre certaines dispositions. Et autre chose, on a tendance à dire le mal c'est pour l'autre, c'est pas moi. À partir du moment où j'ai mon entourage immédiat qui n'est pas affecté, c'est difficile pour moi, je vais parler du Togolais, de la Togolaise, d'accepter un certain nombre de dispositions qui sont proposées pour nous protéger contre cette maladie. Et également, je dirais aussi de notre côté, ça c'est du côté de la population qui prend un peu d'importance, mais également de notre côté, je crois que nous devons réfléchir à de nouvelles stratégies pour parler à nos frères et sœurs, parce que nous avons essayé des choses qui ont marché à un moment donné et qui ne marchent plus. Et quand ça ne marche plus, nous sommes interpellés pour nous asseoir et trouver encore d'autres choses à proposer à nos frères et sœurs pour lutter contre cette pandémie. D'autres pays, les pays développés, ont les moyens de pouvoir, comment ça se dit, Prendre en charge leur population en demandant de ne travailler plus, en suspendant certaines activités à risque. D'autres pays ont les moyens et peuvent le faire. Mais nous qui n'avons pas les moyens, que devons-nous faire? Je crois que nous sommes interpellés aussi sur ce point pour dire, oui, quand on va dire on va suspendre telle ou telle activité, et tout ce monde qui en vivait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de pouvoir aider ces personnes-là à vivre le temps que la maladie disparaisse ou baisse en termes de rythme de transmission avant? Donc il y a toutes ces questions-là qui nous reviennent aujourd'hui, auxquelles nous devons trouver des réponses. Absolument. Parce que personne ne veut mourir, personne. Personne, même le jeune qui s'expose à la plage ou dans les bars, dans les restaurants et autres, celui qui entretient, qui mène ses activités, ne veut pas mourir. Personne ne veut mourir. C'est dans le sens de la survie, de la recherche des moyens pour la survie qu'on continue. Et donc c'est de voir maintenant, nous tous, nous sommes appelés à nous demander comment faire pour continuer par travailler et éviter le mal. Que de dire, je prends un exemple, que de dire on ferme. Est-ce qu'on a les moyens?
Les pays occidentaux ont leur mécanisme. Et puis avant de prendre cette décision, ils ont analysé... Oui, les pays occidentaux, ils ont arrêté certains métiers, mais il y a un dispositif qui est là, qui permet à tout ce monde qui vivait de ces activités de continuer par vivre. Même s'ils n'ont pas 100% de ce qu'ils avaient, ils avaient quelque chose. Mais nous, le pays, analysons, regardons notre situation et je crois que quand on dit oui, les gens sont fatigués, les gens ne respectent pas, ce n'est pas gratuit. Si les gens ne respectent pas, ce n'est pas gratuit. Maintenant, c'est vous et nous qui devrions nous asseoir pour encore analyser. On a suffisamment pris des autres, de ce que les autres font pour lutter contre cette pandémie. Mais maintenant, je crois qu'il est l'heure que nous, en tant que Togolais, Togolaises, on s'assied et qu'on s'interroge et qu'on trouve des moyens togolais pour faire face à cette pandémie. Oui. Et parlant de trouver des moyens, justement, je crois le Conseil scientifique est la cellule grise, justement, pour réfléchir à toutes ces stratégies. Le professeur Daniel, je vais vous poser la question tout à l'heure. Mais Madame Kadanga, est-ce que, quand on voit cette situation, on va se dire que les nombreuses séances de sensibilisation organisées, ça et là, n'ont pas porté leurs fruits finalement? Non, madame. Tout ce qui a été fait a donné des résultats. Des résultats encourageants, je peux le dire. Mais aujourd'hui, on trouve qu'on est bloqué. Il n'y a pas une solution éternelle devant cette situation. Parce que, comme je le disais, c'est une question de changement de comportement. Et la question de changement de comportement, ce n'est pas 1 + 1 = 2. Ce n'est pas possible. Les gens, au début, avaient peur. Tout le monde avait peur de la maladie. Et donc, on a fait l'effort de respecter tout ce qui nous avait été proposé. Vous pensez que c'est aussi évident de porter le masque à tout instant? Non. Ça ne fait pas partie de notre façon de vivre. Mais à un moment donné, on pensait que le mal est venu pour 1 semaine ou pour 2 semaines ou bien 2 mois. On a essayé, maintenant on est fatigué. Je préfère dire ce qui se passe. Mais tout le monde est fatigué quand tu parles avec quelqu'un, ou bien on se dit, mais depuis là, voilà. Les gens même vont jusqu'à banaliser les chiffres que vous trouvez. À la moment, les gens vous disent, mais c'est quoi 60 décès depuis 6 mois, ça c'est rien par rapport à tous ceux qui meurent tous les jours. Donc, il y a, vous voyez, c'est une question, c'est pour ça que je parle d'une question de comportement, de mentalité, et sur lesquelles il faut travailler. Et pour y travailler, il faut tenir compte des réalités de chacun. Parce que quand vous dites que c'est 60, 67, même, on peut parler de 100 personnes qui sont mortes de ça. Les gens vont vous dire, et puis après? On me dit depuis 7 à 8 mois. 7 à 8 mois, c'est seulement 100 personnes. Des gens me l'ont dit. C'est seulement 100 personnes. Madame, laissez vos appels là de côté. On parle de bonnes choses. Le palu tue les gens. Le sida continue par tuer. Et quelqu'un m'a dit, mais vous faites comme si le sida n'existe pas. Le sida continue par tuer. Vous êtes là, vous parlez de quelque chose qui n'a tué que 100 personnes pendant 8 mois. J'ai dit, pardon, 100 personnes c'est déjà trop. On me dit, ne parle pas comme ça. Parce que le palu, les petits-enfants continuent de mourir de malnutrition, de ci, de ça. Et on est focalisé sur... on est focalisé, tout en oubliant que ce mal-là, le professeur vient de le dire, ça dit que dès qu'il attaque quelqu'un qui a déjà ces autres maladies, la personne décède rapidement. C'est ça. Ou c'est difficile de récupérer cette personne. Donc c'est vraiment cette question de... la coordination disait oui, il faut qu'on vive, on doit apprendre à vivre avec. Mais comment vivre avec la maladie? Comment vivre avec? Comment intégrer de nouveaux comportements dans nos habitudes? Ça demande, c'est pour ça que je dis, ça demande que nous tous, qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse et qu'on voit dans nos façons de faire comment on peut réajuster un certain nombre de choses et continuer par vivre. Voilà. Merci beaucoup, madame. Professeur Daniel, justement, à voir la situation ou bien le tableau qui est peint aujourd'hui, on sent un peu venir peut-être une seconde vague de contamination, un peu comme en Europe, parce que ces derniers temps, l'Europe subit une seconde vague plus virulente de contamination et les mesures drastiques sont mises en place pour contrer le mal. Alors est-ce qu'au Togo aussi il va falloir qu'on craigne peut-être une seconde vague de contamination et commencer déjà par réfléchir à des stratégies
de prévention de la maladie? Oui, alors c'est le terme de seconde vague, c'est un terme qu'on utilise à tort dans nos pays africains, notamment au Togo. Les pays africains, dont le Togo, nous, on n'a pas connu une première vague. Non. On n'en a pas connu. C'est-à-dire que nos gouvernants ont pris des mesures très rigoureuses dès les premiers cas. Et donc, ces mesures ont permis de couper la chaîne de transmission pour qu'on ait de grands chiffres. Aujourd'hui, on est dans une situation où la maladie existe, on a des cas un peu en plateau avec quelques variations sur des semaines, mais ce n'est pas des vagues. Quand vous prenez ce qui s'est passé en Europe, en mars, avril, mai, les gens ont eu, quand vous prenez le cas de la France, 30 000 morts. Plus de 500 000 contaminations dans la zone, en Europe. Et puis après, ils ont mis des mesures en place et ces mesures ont permis de réduire la transmission. Et juillet, août, septembre, ça s'est tassé complètement. Ils ont eu quelques cas, mais ce n'est pas important. Octobre, novembre, c'est reparti. C'est pour ça qu'on parle de deuxième vague. Les pays africains en général, et dans le Togo, on n'en a pas connu. Et heureusement, on n'a pas connu ça. Bon, ce que nous observons aujourd'hui, il y a une petite augmentation des cas. Quand on regarde les chiffres, qu'on les analyse semaine par semaine. Et donc, il nous revient maintenant de prendre très rapidement des mesures pour que ces cas-là n'augmentent pas trop. Mais le terme de deuxième vague n'est pas approprié pour notre pays. Mais le problème est là, ça augmente un peu, il faut qu'on réagisse, surtout, comme on l'a dit, pour la ville de Lomé, le Grand Lomé, le problème est bien posé, il faut qu'on analyse avec tous les paramètres possibles pour voir comment est-ce qu'on fait pour contenir l'épidémie à Lomé. D'accord. Alors, durant cette émission, on va essayer de voir si nous, à notre niveau, déjà, commencer par donner quelques ébauches de réflexion, d'idées sur cette nouvelle stratégie pour contrer le mal. Mais Madame Kadanga, vous êtes, disons, un peu plus en contact avec la population à la base tout le temps. Aujourd'hui, la maladie est communautaire, elle est partout. Alors dites-nous déjà, c'est sûr que tout le monde sent l'impact de la maladie à son niveau, mais s'il faut le dire de façon générale, comment les populations à la base, monsieur vivant dans une contrée un peu plus reculée, comment ces gens-là ressentent l'impact de la situation que nous vivons depuis des mois déjà? Merci madame. Moi je dirais, ça c'est pour les scientifiques. Le professeur a parlé en tant que connaisseur de son sujet. Mais nous, les petits là, nous la base, pour nous c'est deuxième vague. Voilà. Parce qu'on était à moins de 100 cas. Et on se disait que bon, c'est presque fini. On a réouvert l'aéroport et on a tout fait, on a tout fait. Et puis brusquement, on a actuellement plus de 600 cas actifs pour notre petit pays là. Vous trouvez que c'est pas la deuxième? Pour nous là, c'est même plus que la deuxième vague. Alors trouvez-nous rapidement des solutions. Parce que si vous parlez comme ça là, vous n'allez pas faire d'efforts. Nous avons peur alors. Oui, je me mets de mon côté, de ma base, pour vous dire, ah non, chez nous c'est déjà... On s'inquiète. Oui, c'est déjà plus que la deuxième vague. Donc, ça bien noté par un membre du conseil scientifique. Débrouillez-vous, trouvez-nous rapidement des solutions et puis on ne va plus vous déranger. Je dirais que cette pandémie impacte fortement les populations vulnérables. Oui, elles sont déjà vulnérables. Elles étaient là sans coronavirus, elles étaient vulnérables. Maintenant, le coronavirus est venu. Oui, ça fait... C'est un grand choc qui est là et qui éprouve vraiment ces populations, donc qui éprouve également tout le système qui les accompagne. Nous avons si je prends le domaine, la rentrée scolaire qui est arrivée. Vous voyez tous les soucis que ça a donné à tout le monde, que ce soit du côté des dirigeants,
que du côté de la population, surtout la population vulnérable, c'est assez préoccupant parce que avant, on achetait seulement que le cahier, le bic, le crayon, la gomme. Maintenant, il faut prévoir les masques. Avant, l'enfant du pauvre pouvait s'appuyer sur l'enfant du moins pauvre. Il peut utiliser sa gomme, il peut utiliser son crayon, il peut utiliser sa règle. On dit que ce n'est plus possible. L'enseignant est regardant, ne veut pas que les enfants s'échangent. Vous imaginez un peu. Avant, dans les villages, l'enfant le moins pauvre, le moins pauvre, il peut acheter, et je suis sûr que certains vont se retrouver dans le cas, en récréation, il achète un beignet, il mange, il donne à l'autre. C'est ça. Chacun coupe, c'est comme ça on fait. Maintenant, le maître est là, il regarde. Voilà, quand je prends seulement sur le plan scolaire, l'impact. Et si on ne prend pas d'autres dispositions, ça veut dire que les vulnérables risquent, ils vont tomber. Si on ne développe pas d'autres mécanismes pour les repêcher, ils vont tomber. Je vais au niveau des activités commerciales. Au village, le seul jour de la semaine qu'on ne doit pas rater, c'est le jour du marché du village ou du canton. Voyez tous les dispositifs qui avaient été pris en termes de bouclage de certaines localités. Et donc, qui parle de bouclage, parle également d'une manière ou d'une autre de la fermeture du marché. Le pauvre paysan n'a que sa récolte pour venir vendre à la bonne femme ou bien au bon monsieur qui vient de l'autre ville, ou de l'autre région, ou de l'autre pays. On a des marchés qui sont animés par les pays voisins de les pays qui nous sont voisins. Ces personnes qui ne viennent pas. Et quand ces personnes ne viennent pas, qu'est-ce qui se passe? Le prix chute. Ou le paysan peut amener son produit qui ne va pas être, il ne trouvera pas de preneur. Donc, quand on analyse tous ces phénomènes, on se dit la pandémie est en train de dégrader davantage le pouvoir économique, le pouvoir économique des populations vulnérables. C'est vrai que dans notre pays, on a réagi avec certains mécanismes, mais aujourd'hui, ces mécanismes n'arrivent pas, sont dépassés. Des gens qui ont perdu, vous savez, avec cette situation, il y a des structures qui ont eu à abandonner, à laisser tomber certains de leurs employés. Et voilà comment cette situation, ces effectifs-là vont encore gonfler celui qui était là avant. Et peut-être cette personne qui perd son boulot ou dont le contrat a été suspendu, cette personne-là supportait peut-être une autre famille au village. Peut-être sur la personne, on comptait, dès qu'il y a la rentrée scolaire, on sait qu'il va acheter les cahiers. Mais cette année, lui n'a pas les moyens. Que deviennent ces enfants? Quand quelqu'un est malade dans la grande famille au village, c'est lui. Mais aujourd'hui, lui n'en a plus. L'élite de la famille est impactée par la situation. La grosse branche à laquelle était suspendue tous ces... La répercussion. Oui, donc quand on regarde, c'est assez grave. Et vous voyez des gens qui avant avaient des petites activités génératrices de revenus, qui les ont perdues. Avec le système de couvre-feu qu'on a connu. Vous voyez, il y a de ces activités quand on mène. Il suffit d'arrêter une semaine et vous perdez tous vos clients. Et c'est fini. Pour les reprendre, ça nécessite encore beaucoup d'investissement. Et donc, quand on analyse la pandémie, c'est quelque chose d'assez négatif. Énorme. Et Madame la directrice, c'est vrai que nous avons vu plusieurs fois en cours des reportages
dans la mise en œuvre de certains projets, par exemple de dons, de vivres, mais également de repas chauds à certaines populations vulnérables. Et avec la maladie, on a découvert que ce ne sont plus des repas chauds qu'on offrait aux populations, mais plutôt des kits pour que ces populations aillent se nourrir elles-mêmes. Mais est-ce que, bon, depuis, vous avez des retours? Est-ce que ces populations-là... enfin, quelles sont leurs doléances aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles vous portent? C'est-à-dire, c'est devenu, nous avons écouté, on a compris que c'est difficile, mais ces populations reviennent quand même pour dire que maintenant, madame, c'est encore plus grave qu'avant et tout. Enfin, quel est le quotidien de ces populations-là? Est-ce que vous ne les avez pas rencontrées avant de venir à cette émission? Aujourd'hui, si je prends le Grand Lomé, je sais que les localités dans lesquelles nous n'avons pas pu travailler. Quand je prends même le programme Novici, des gens m'ont interpellé au cours des émissions pour dire, mais madame, quand il y avait ça à Lomé, on vous a vu. Quand il y avait ça ici, on vous a vu. Mais quand c'est arrivé ici, là, c'est quoi? Nous, on vous a fait quoi? Et puis même, je prends le cas actuel du Grand Lomé. Le Grand Lomé a de ces grandes poches de pauvreté, il faut qu'on le sache, où des gens ont des difficultés même pour se nourrir. C'est pour ça nous avions, en décembre dernier, nous avons eu l'instruction d'apporter, d'essayer cette initiative qui a été bien accueillie. Oui. Mais vous savez, tout ce qui est investissement dans le social, est lourd. Les filets sociaux sont très coûteux. Et donc, on avance et on marque des arrêts. On avance, on marque des arrêts. Actuellement, je peux vous dire qu'il n'y a pas ce jour où je n'ai pas quelqu'un qui vienne à la NADEB ou des organisations, même conduite par la chefferie, vous venez dire, mais on ne vous voit plus, qu'est-ce qu'il y a? Oui, et la dernière fois, il y a eu des leaders qui sont allés pour féliciter madame le Premier ministre, parce qu'ils ont eu pendant des années à travailler avec elle, ministre du Développement à la base. Et donc, ils ont tenu quand même à aller lui dire, nous sommes contents de ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que derrière les félicitations, c'était de rappeler à madame le Premier ministre, n'oubliez pas que cette année, on n'a pas eu les cahiers. On vous le dit, on voudrait vous le dire, que cette année, nos enfants n'ont pas eu les cahiers. Et donc, n'oubliez pas les fêtes de fin d'année. N'oubliez pas l'opération, les restaurants communautaires. N'oubliez pas les opérations de... Tous les projets sociaux. J'étais confus, je dis, qui m'a même demandé de venir ici? Voilà. Pour dire que à cette période, la demande devient encore forte. La demande devient forte. Et je suis sûr que chacun de nous qui avons encore nos salaires, nous savons que nos salaires ne nous appartiennent plus uniquement. Et aujourd'hui, des personnes qui n'avaient même pas besoin de nous avant, nous sollicitent. Nous sollicitent. Et des personnes, des frères ou des sœurs, vous sollicitent pour des montants vraiment dérisoires. Et ceci nous amène à dire, cette affaire est assez sérieuse. Voilà pourquoi on doit tous travailler pour rompre la chaîne de contamination, afin que chacun reprenne ses activités en bonne et due forme et que nous tous nous puissions respirer, parce que le salaire mensuel, il ne suffit plus. Il ne suffit plus, parce que c'est beaucoup de personnes. Et ça, je suis sûr que le professeur, je ne vous envie pas, parce qu'à l'hôpital, nous, c'est peut-être on vient avec une ordonnance, mais vous voyez des cas... Oui, je voulais rebondir sur l'impact économique du coronavirus. On n'a jamais eu une maladie qui a aussi impacté le niveau économique
de nos populations et de par le monde entier. Et moi, c'est un sujet qui me préoccupe toujours. On ne doit plus regarder la lutte contre le coronavirus comme seulement un problème de santé. C'est aussi un problème économique. C'est un problème social. Et donc, toutes les analyses qu'on fait, on dit non. Les gens aujourd'hui disent, mais vous avez à Lomé 25 cas par jour, pourquoi vous ne bouclez pas Lomé? Pourquoi vous n'allez pas au coup-feu? Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Si on regarde seulement la lutte contre cette maladie sur le prisme santé, les dégâts, on ne peut pas les compter. On regarde aujourd'hui le grand marché. Le grand marché, on a fermé les frontières terrestres. Tous les clients qui venaient des pays pour s'approvisionner à Lomé, c'est coupé. Oui. Nous qui sommes dans le pays, si je prends le maçon, le menuisier, le zémédiaman, du moment où votre pouvoir d'achat a baissé, vous ne pourrez plus aller au marché pour aller chercher. Oui, donc, c'est-à-dire, c'est un cercle vicieux. Donc, il est important que nous tous, nous fassions un effort pour réduire très rapidement les nouvelles infections et aller vers des chiffres plus bas et sortir de cette épidémie. D'accord. Et professeur, justement, parlant de ces stratégies-là, pendant certains mois, deux mois auparavant, on a vu que la contamination était plus centrée dans certaines zones. On prend la région centrale, par exemple, et des stratégies ont été prises pour circonscrire le mal. Et aujourd'hui, Dieu merci, on peut dire qu'on a vaincu le mal entre griffes dans ces zones. Alors, est-ce qu'il faudra refaire la même chose à Lomé ou il faut de nouvelles stratégies? Parce que vu que ça monte dans le Grand Lomé, il faut forcément trouver une bonne stratégie pour arriver à arrêter l'hémorragie. C'est ça. Ça rejoint un peu ce que je viens de dire. On ne peut pas utiliser la même stratégie partout. Non. Voilà. Il y a, dans un village, si vous avez un cas de coronavirus, vous pouvez aller peut-être au bouclage et au couvre-feu pour étouffer tout de suite. Mais on ne peut pas utiliser cette stratégie dans une grande ville comme Lomé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de 2 millions d'habitants. Toutes les grandes activités économiques sont concentrées dans cette ville. Il nous revient aussi bien au ministère de la Santé, au CNGR, au Conseil scientifique de voir à quel chiffre observé à Lomé comme nouvelle infection, il faut déclencher d'autres stratégies. Il faut qu'on voit ça. Moi, à mon avis, 25 cas à Lomé, c'est préoccupant, je suis d'accord, je n'ai pas dit de ne rien faire, c'est préoccupant, mais pour moi, ce serait très tôt de mettre en place, par exemple, une stratégie de couvre-feu, une stratégie de bouclage. Non, c'est pas adapté. Et avant de prendre une telle décision, il faut savoir, si je prends cette décision, est-ce que d'abord ça va permettre de résoudre le problème de l'épidémie? Est-ce que ça va permettre de couper la chaîne de transmission? Ça, c'est le premier élément. 2, quelles seront les conséquences économiques et sociales de cette mesure? Parce que dès que vous bouclez une région, dès que vous mettez le couvre-feu, il faut ajouter les mesures d'accompagnement. Ça va de pair. Sinon, les gens, vous allez bien couper la transmission de l'infection, mais les gens vont mourir d'autres choses. Or, ce n'est pas l'objectif. Donc, il faut mettre tout ça ensemble et surtout analyser les chiffres de Lomé pour voir est-ce qu'on peut trouver dans ces chiffres-là des foyers, des micro-foyers sur lesquels on peut aller agir. Que de dire, bon, tout le monde, on ferme tout. On avait fermé tout. On sait ce que ça a donné. On sait ce que ça a coûté sur tous les plans. Donc, il nous revient de regarder de près ces chiffres, de les analyser et de savoir sur quel curseur il faut agir. Il y a des choses simples qu'on peut faire. Des choses simples, c'est d'éviter tout ce qui est regroupement de masse, des grands regroupements de personnes. Les funérailles telles qu'on le fait aujourd'hui, c'est des points sur lesquels on peut agir.
les mariages qui ont repris. C'est des points sur lesquels on peut agir sans créer trop de dommages. Sans créer trop de dommages. Regardez la plage, regardez quelques restaurants. Je n'ai pas dit de fermer complètement, mais regardez si on ne peut pas repenser ces activités-là pour leur permettre aussi de vivre. Parce qu'il y a une grande population qui, par ce canal-là, mène aussi leur vie. Donc, regardez ces activités, regardez un peu ces mesures-là pour voir si on ne peut pas agir là-bas pour essayer de réduire la transmission, que d'aller d'emblée sur des mesures très très draconiennes. Voilà. D'accord. Et parlant justement d'être plus regardant sur des stratégies, il y a quelques semaines, les élèves ont repris le chemin des classes et tout. On a vu toutes les dispositions qui ont été prises. C'est vrai que l'année scolaire se déroule dans un contexte particulier et tout. Alors Madame Katanga, est-ce que déjà à votre niveau, vous avez des retours? Parce que quand je m'adresse à vous, j'ai dit les populations à la base. C'est vrai que dans nos reportages, nous avons montré tout ce qui s'est passé à Lomé, dans certains quartiers et tout, les dispositions qui sont prises. Mais au fin fond de Lomé, comment la chose se passe? Est-ce que les mesures sont respectées? Les élèves sont, disons, dans les mêmes conditions que ceux qu'on a vus à Lomé dans nos reportages? Est-ce que vous avez déjà des retours? Merci madame. Oui, nous avons des retours parce que qui parle de l'ANADEB parle des travaux, de l'accompagnement des communautés. Et avec la rentrée, nous avons une de nos composantes qui porte sur les cantines scolaires. Et donc, là où il y a double flux, on va se demander comment ça se passe. Est-ce que les mamans cantines préparent comme elles préparaient? Est-ce que les enfants, est-ce que les choses se passent? Donc voilà, il y a beaucoup de choses que nous faisons avec la base et avec la rentrée, où les retours sont pour le moment positifs. Les retours sont pour le moment positifs parce que on n'a pas... Les mamans cantines ont eu, si je prends le cas de la cantine scolaire, nous avons pris tout le mois de septembre pour former tous les mamans cantines à la préparation des repas sur la base des produits locaux, mais dans un contexte à coronavirus. Donc, les premières semaines sont des semaines d'observation de la mise en œuvre de toutes les connaissances que les mamans ont apprises pendant ces séances de renforcement de capacité. Et donc, de ce côté, nous dirons que ça va. Ce n'est pas, on ne peut pas se plaindre à cette étape de tout ce qui se passe. Parce que, disons-le franchement, le ministère en charge de l'éducation a fait un grand travail de renforcement de capacité du corps enseignant. Et même ailleurs, nous aussi, dans l'accompagnement des communautés à la reprise de la cantine scolaire, il y a tout ce travail-là qui se fait avec toutes les organisations autour de l'école. Et en même temps, c'est des occasions où on parle de la pandémie et des mesures barrières. Et également, nous avons, dans le cadre des transferts monétaires, les mesures d'accompagnement dans le cadre des transferts monétaires. On a procédé à la sensibilisation par d'autres canaux sur d'abord l'activité de transfert monétaire, mais également la digitalisation que nous avons entreprise, parce qu'on ne va plus dans les villages pour payer manuellement. Mais maintenant, il faut éduquer les gens à la digitalisation. Mais tout ceci se fait par d'autres moyens, lesquels sont les radios communautaires que nous utilisons beaucoup, et puis les sensibilisations avec des pré-enregistrements, et puis avec une moto, une camionnette pour passer l'information dans la communauté. Donc je me dis, c'est vrai, à Lomé, c'est un peu, on a des chiffres qui nous interpellent, mais dans nos villages, il y a tout ce travail-là qui continue. Ce n'est pas l'ANADEB seul. Je vois le ministère en charge de la santé aussi qui passe et qui entretient des populations sur la pandémie. Donc je me dis, du côté de l'ANADEB, on a des retours,
mais on travaille là où il y a des difficultés, on essaye de travailler sur ces difficultés. Voilà, l'une des réponses, c'est la digitalisation du paiement des transferts monétaires. Et on croise les doigts pour que ça continue comme ça, pour que... Et puis on a les jeunes sur les jeunes en milieu rural qui sont enrôlés dans les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Il y a tout ce travail a été repensé avec la Covid, où systématiquement tous les jeunes ont droit à des bavettes. Chaque site a droit à son dispositif de lavage de mains et puis à son thermoflash. Donc il y a plein de choses aujourd'hui qui sont rentrées dans nos activités et ça fait que ces activités deviennent plus chères. Plus chères. Les enveloppes deviennent plus salées. D'accord. Merci beaucoup, madame. Et professeur Daniela, au niveau du conseil scientifique, sûrement que vous avez mené plein de réflexions avant le début de cette rentrée. Et lorsque la rentrée a débuté, c'est vrai qu'on est juste à 3 semaines, mais vous, en tant que membre du conseil scientifique, quand vous regardez tout le dispositif qui a été mis en place, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vos recommandations ont été prises en compte dans le secteur éducatif? D'abord sur le retour, depuis qu'on a commencé la rentrée, les informations qui nous parviennent, parce que nous participons à des réunions organisées au ministère de la Santé et les directeurs régionaux de santé font régulièrement le point sur les activités en milieu scolaire, ce qui se passe. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a très peu d'élèves contaminés par le coronavirus. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On a eu 1 ou 2 cas, pas plus, 2 ou 3, pas plus. Et ces cas ont été, compte tenu des dispositifs qui sont mis en place, ont été rapidement identifiés et isolés. Et on n'a pas fermé aujourd'hui, en tout cas dans le public, on n'a pas fermé aujourd'hui des classes ou des établissements pour de gros foyers de coronavirus. Ça, il faut le saluer. C'est important. Donc sur le plan sanitaire, nous, on se réjouit que l'ouverture, la reprise des cours, l'ouverture des établissements scolaires n'est pas une source de contamination de coronavirus. Ça, c'est un bon dispositif. Maintenant, les autres points sur lesquels il faut quand même qu'on se penche, et je sais que les informations parviennent régulièrement aux autorités, il y a le nombre d'élèves par classe dans certaines villes qui remontent, qui disent que c'est encore un peu élevé. Il faut désengorger. Voilà, il y a ça qui revient, la bonne utilisation des masques par les élèves. C'est un point sur lequel on doit encore revenir pour sensibiliser. Avoir le masque, ce n'est pas suffisant. Il faut bien l'utiliser. Bien l'utiliser, c'est bien le porter, c'est le porter pour que le masque couvre le nez et la bouche. Il y a des enfants qui mettent le cache-nez derrière, il y en a qui le mettent sous le menton. Quand ils sortent de l'école, ils jouent avec. La bouche, ils mettent ça on sait que c'est difficile pour eux. Ce n'est pas dans leur... Oui, il faut qu'on soit honnête, c'est difficile pour eux, c'est des enfants. Donc c'est l'occasion pour nous d'inviter les parents à nous aider dans la sensibilisation. Dans certains établissements, il y a des dispositifs de lave-mains, il y en a, ils ont distribué des gels hydroalcooliques, c'est des actions à encourager, il faut le renforcer. C'est vrai que ce n'est pas suffisant, on est d'accord, il faut le renforcer pour que cette rentrée que nous avons tous souhaitée, parce que nous disons, il faut qu'on vive avec le coronavirus. Si la maladie va durer 2 ans, 3 ans, est-ce que nos élèves vont rester à la maison? Ce n'est pas possible. 2 ans, 3 ans. Donc, à nous de pouvoir allier l'école et l'existence de coronavirus pour que le développement puisse continuer. Donc, nous l'avons tous salué, nous devons tous faire des efforts pour accompagner nos élèves dans cette situation pour que l'ouverture ne reste comme elle est aujourd'hui, sans flamber de coronavirus. D'accord. Alors, je rappelle que nous avons été rejoints sur ce plateau par
Docteur Baoui, docteur Alain Lidor Baoui, qui est médecin infectiologue au CHU Sylvanus Olympio. Docteur Baoui, bonne arrivée. Merci. Merci de nous rejoindre. Donc nous évoquons justement les derniers développements de la crise, de la pandémie. On a remarqué donc cette flambée de la contamination dans le Grand Lomé. Alors vous êtes infectiologue au CHU Sylvanus Olympio. Nous parlons justement de la rentrée, les élèves qui ont repris les classes il y a 3 semaines. Est-ce que déjà, à votre niveau, vous avez reçu des cas pas des cas de coronavirus, mais des cas de maladie, des élèves qui viennent déjà, qui présentent certains signes ou pas? Oui, comme l'a dit tout à l'heure le professeur, on a eu quand même quelques cas de contamination au niveau des élèves, mais jusque-là, on n'a pas encore connu une flambée de contamination dans une localité ou bien dans une école par exemple. Et c'est une bonne chose parce que c'est ce qu'on redoutait à la reprise des classes. Et j'ai essayé de faire une situation depuis le 1er jusqu'au 19 novembre hier. On a enregistré au total sur toute l'étendue du territoire du Togo 38 élèves, sur toute l'étendue. Donc, et la majeure partie, c'est dans le Grand Lomé, on a enregistré 19. Mais ça, c'est du 1er au 19. Ces diverses contaminations n'ont pas suivi d'une flambée dans une école, par exemple. Donc, déjà, ça veut dire qu'on arrive quand même à gérer, contenir les sujets contaminés et faire de telle sorte que la propagation ne suive pas, ne continue pas. Mais est-ce que déjà, on va dire au niveau de votre service au CHU, les dispositions ont quand même été prises parce que, c'est vrai qu'on ne veut pas être pessimiste, mais on ne sait jamais. Si des cas ou bien une situation de flambée se présentait, il y a des dispositions qui sont déjà mises en place pour arriver à gérer la situation. Oui, les dispositions sont mises tous les jours pour éviter une flambée. Donc, tous les jours, on s'attelle à ce que vraiment la situation ne dégénère pas. Et donc, c'est ce qu'on fait depuis le début d'ailleurs. Oui. C'est ce qu'on fait depuis le début de la pandémie pour ne pas qu'on soit débordé. Donc, je pense que ce travail est fait tous les jours. Et bon, on ne souhaite pas que cela arrive, mais on va s'adapter à la situation au cas où vraiment on est face à une telle situation. Et oui, mais et justement, docteur, durant nos échanges, on a évoqué justement le cas du Grand Lomé qui se retrouve avec un fort taux de contamination. Alors, docteur Baoui, disons que vous êtes une nouvelle personne arrivée sur le plateau. Peut-être vous allez nous donner encore, votre façon de voir les choses, peut-être les causes ou certains facteurs que vous trouvez qui expliquent ce fort taux de contamination dans le Grand Lomé. Oui, pour moi, le premier facteur, c'est le non-respect des mesures barrières, puisque c'est ce sont les seules mesures que nous avons actuellement pour lutter contre ce virus. Donc, s'il y a progression de la contamination, bien entretien de la contamination, c'est que quelque part, il y a un relâchement de ces mesures et le virus circule entre les hommes. Alors l'autre facteur, c'est que quand on prend un peu la concentration de la population à Lomé par rapport à l'intérieur du pays, la population est beaucoup plus concentrée dans le Grand Lomé. Lomé c'est la capitale, c'est une plaque tournante et c'est le lieu où toutes les grandes activités se font. Et donc les opérateurs économiques, qu'ils soient à l'intérieur, ont besoin de venir à l'intérieur, à Lomé pour leurs activités. Et donc on a également cité à la réouverture des frontières aériennes, donc il y a des entrées et des sorties. Et tout ça, au départ des voyageurs, on a des cas positifs, à l'arrivée des voyageurs, on a des cas positifs. Donc ça fait que tout ça, ça entretient la contamination, puisque au-dessus de tous ces facteurs, on a le non-respect des mesures barrières qui fait que entre les personnes, il y a une contamination. Et il ne faut pas oublier également que les personnes asymptomatiques sont contagieuses. Donc avant même les signes, la personne peut être contagieuse, contaminante. Et ça explique le fait que les personnes qui sont symptomatiques vont, par rapport à leurs voisins qui se disent asymptomatiques, ils ne vont pas respecter les mesures. Et donc, ils sont quelque part en train de disséminer le virus sans le savoir. Disons que ces personnes asymptomatiques sont plus dangereuses. Sont plus dangereuses, effectivement. Et c'est vrai que nous parlons tout le temps du port du masque, mais il y a également d'autres mesures, d'autres facteurs qui peuvent amener à la contamination.
Le professeur a parlé tout à l'heure du port du masque. Bien porter le masque, c'est quoi bien porter le masque? Ce n'est pas porter le masque, couvrir la bouche et laisser le nez. On laisse la porte ouverte au virus. Et surtout, lorsqu'on porte le masque et par exemple nous sommes à une pause, on est au travail, on est à la pause, comment nous enlevons notre masque pour par exemple prendre notre goûter, bien notre repas de midi, où est-ce qu'on dépose le masque? Parce que on a dans les transmissions, dans les modes de transmission, on peut se contaminer par les surfaces qui sont contaminées. Donc, si on dépose le masque sur une surface qui est déjà contaminée, après, lorsque ce masque est déjà souillé, qu'on ait bien porté ce masque qui est déjà contaminé, on va prendre le virus. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs qui vont expliquer... On le tire sous le menton, oui, tout ça, alors que le corps est déjà souillé, tout ça. Donc, ça fait que, bon, il y a beaucoup de facteurs qui vont expliquer, qui expliquent ces contaminations. Cette flambée de contamination. Et professeur... Je voulais revenir un peu sur les cas des élèves à contamination en milieu scolaire. Alors, c'est vrai que le docteur Baoué et son équipe, ils ont fait un bon travail en recensant un peu le nombre de cas depuis observés. Le premier jusqu'au... Oui. Mais il faut rajouter seulement que ça ne veut pas dire que la contamination a lieu à l'école. Oui, effectivement. Oui. On peut se contaminer à la maison, on peut se contaminer au marché, on peut se contaminer quand on joue au football dans le quartier, on peut se contaminer quand on va à des fêtes. Ou à des fêtes. Donc, ce travail, on doit encore le faire pour que ça soit plus clarifié. Voilà. C'est ce que je voulais dire comme complément. Et professeur, pour ajouter également, des fois, il y a certains professionnels de la santé, certains de vos collègues qui disent également, parlant de ces personnes justement asymptomatiques, disons que la personne, enfin le professionnel de la santé me disait que nous sommes tous des malades ambulants en fait, en asymptomatiques. Mais il faut qu'une situation se présente, qu'on te fasse le test avant de découvrir que cette personne est positive. Donc du coup, vos contacts également sont mis en cause. Donc, enfin, cette personne me disait que l'une des causes également de cette flambée, c'est peut-être la multiplication de centres de dépistage. Oui, bon, l'exemple typique, c'est le dépistage des voyageurs. Les voyageurs, ce sont des gens en bonne santé, qui n'ont aucun signe. Je veux voyager. On dit si tu veux voyager, il faut faire un test. Voilà. C'est en allant faire le test qu'on découvre qu'on est positif. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, je pense que si on peut avoir même un laboratoire dans chaque district, et c'est ce à quoi nous allons arriver parce qu'on travaille là-dessus, il y a des commandes, des équipements qui sont faits. Si on arrive à le faire et qu'on dépiste en grand nombre ceux qui sont contaminés asymptomatiques et qu'on les isole pour qu'ils ne contaminent pas d'autres personnes, on est en train de couper la chaîne de transmission. Donc la multiplication des laboratoires est un paramètre important pour le contrôle de l'épidémie. En d'autres termes, l'augmentation de dépistage, le dépistage en masse, le dépistage d'un grand nombre de la population est un facteur important pour le contrôle de l'épidémie. Si les voyageurs là ne se présentaient pas à l'aéroport pour faire leur test, on ne saura jamais. Eux, ils sont en bonne santé, ils n'ont pas de comorbidité, ils se portent bien, mais ils vont contaminer ceux qui malheureusement sont fragiles, entre guillemets, et qui, eux, malheureusement, vont faire la forme grave de la maladie et perdre la vie. Donc, le dépistage, c'est une bonne chose. D'accord. Et docteur Baoué, l'autre actualité, très rapidement, sur cette maladie, c'est ce vaccin qu'on aurait trouvé dans les autres pays et qu'on nous annonce pour peut-être le premier trimestre de 2021. Alors, vous avez eu l'information également. On doit commencer par se réjouir au Togo ou pas encore? Oui, on peut se réjouir parce qu'on a un vaccin. Maintenant, le vaccin n'est pas encore administré à la population pour savoir s'il est efficace ou pas. Donc, on attend de voir ce que ça va donner lorsque ce vaccin va être administré à la population pour la prévention. Ce qui est sûr, il faut se réjouir parce qu'on a trouvé un vaccin. Maintenant, est-ce que ce vaccin est efficace? L'efficacité, c'est par rapport à la tolérance également et puis par rapport à l'efficacité même sur le virus. Donc il y a tout ça qu'il faut voir. Si le vaccin est efficace sur le virus et que ça donne beaucoup d'effets indésirables à la population, vous comprenez qu'on
on ne peut pas l'administrer parce qu'on aura des problèmes à gérer après. Donc il y a tout ça qu'il faut voir et on attend le premier trimestre de l'année prochaine pour voir un peu ce que ça va donner. D'accord. Alors, professeur Dagnera, c'est vrai, une information du vaccin, certes, oui, mais ça ne va pas nous empêcher de toujours respecter les mesures barrières en attendant. Ah non, les mesures barrières sont de rigueur et d'actualité. Justement, je vais revenir sur le vaccin parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Aujourd'hui, il faut voir le problème de deux façons. Première étape, on nous a annoncé qu'on a trouvé, aujourd'hui on est à 3 vaccins. 3 firmes ont dit qu'ils ont trouvé des vaccins dont l'efficacité varie entre 92 et 95%. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on vaccine 100 personnes, 95 sont protégées. C'est une bonne chose. Oui. Mais pour le moment, ce ne sont que des annonces. C'est moi, je suis dans mon laboratoire, je dis que j'ai trouvé un vaccin qui a une telle efficacité. Ce que nous attendons, il faut qu'on ait un document scientifique qui prouve que ce que les gens là disent, c'est vrai, c'est des publications. Que d'autres personnes qui n'ont pas participé à toute la production, qui puissent lire un document pour dire, oui, vous avez suivi toutes les étapes, vous avez fait des essais, les résultats sont bons. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est efficace, mais pour combien de temps? Parce que quand un vaccin, on a ce qu'on appelle la durée de protection. C'est ça qui nous fait faire des rappels. Ils n'ont pas assez de temps aujourd'hui. Ils ne peuvent pas le dire. Est-ce que c'est un vaccin qui sera efficace pour 1 an? Donc il faut faire les rappels chaque année ou 2 ans. Donc il faut faire les rappels chaque année. Mais si c'est un vaccin qui est efficace et après 1 mois, il faut se vacciner, on ne peut pas se lever tous les jours pour aller se faire vacciner. Ce n'est pas possible. Maintenant, le troisième point, vous avez trouvé le produit, c'est bien, mais c'est la disponibilité. Vous pouvez fabriquer combien pour la... Nous approchons aujourd'hui 8 milliards. Donc quand moi j'écoute un peu, il y a des labos qui annoncent qu'ils peuvent livrer 50 millions, ils peuvent livrer 200 millions et l'année prochaine ils peuvent... Jusqu'à quand on aura pour nous tous? Or, ceux qui vont livrer, il y a des gens, il y a des pays qui ont financé le développement de ces vaccins. Voilà. Donc les États-Unis et l'Europe. S'il y a vaccin aujourd'hui, là, c'est d'abord eux qui sont prioritaires. Donc nous, on est encore loin de l'accès à ces vaccins. Et aujourd'hui, peut-être que vers juin ou juillet ou août de l'année prochaine, si tout marche bien et que les Européens en ont suffisamment et les Américains se sont bien protégés, peut-être qu'en ce moment, on va commencer par en avoir. On va commencer par penser à nous. Donc, ce qui nous reste pour l'instant, pour qu'on puisse retrouver le vaccin un jour, disponible dans nos pays, ce sont les mesures barrières qu'il faut qu'on respecte. Voilà. Merci beaucoup, professeur Dagnera. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, de ces échanges sur justement, disons, la situation qui se présente par rapport à la pandémie. Mais avant de vous laisser repartir, chers invités, on ne cessera jamais de lancer des appels, de donner des conseils aux populations. Alors, Madame la directrice, si vous avez un mot à l'endroit des populations, mais surtout des populations à la base. Oui, j'insiste. Ok, merci beaucoup. C'est toujours un grand plaisir de venir apprendre aussi des professeurs, des docteurs de la pandémie. Et l'élément important que je retiens et que je voudrais partager avec mes frères et sœurs de la base, la maladie elle est là, elle tue. Et aujourd'hui, les puissants sont en train de trouver des vaccins. Mais les vaccins seront prioritairement destinés à leur population. Et nous, peut-être ça viendra chez nous autour de la fin 2021. Et d'ici là aussi, pensons, est-ce que nous aurons l'argent pour pouvoir commander... Ça peut exister, mais est-ce que nous, nos économies seront assez fortes pour soutenir, pour acquérir, pour acheter tous ces vaccins-là pour nous? Et quand on analyse tous ces éléments, on se dit, ce qui est plus simple pour nous,
Et de se protéger. C'est de respecter les mesures barrières. C'est de se laver les mains tranquillement. Quelqu'un a dit que nous avons maintenant les mains plus propres. C'est encore bien. Que nous puissions nous protéger, porter nos bavettes dès que nous sortons de chez nous. Et s'il vous plaît, que nous réduisons sensiblement l'organisation des fêtes en termes de mariage, anniversaire, et s'il vous plaît, si on a l'argent, il vaut mieux aller soutenir les malades à l'hôpital que d'investir ça dans les funérailles. Je crois que si on fait des efforts à ces trois niveaux, les anniversaires, les mariages, parce que dans les églises, les gens respectent. Le nombre, on respecte. Mais maintenant, c'est les réceptions. Pardon. Même les enterrements, on respecte à l'église. Mais dès qu'on finit, on organise encore des réceptions. Et moi, je dis, alors que nous sommes tout le temps, nous sommes incapables d'aller saluer une vieille personne malade. Même une vieille personne bien portante, nous ne trouvons jamais le temps d'aller la voir. Mais si c'est pour une réception. Mais maintenant, quand il s'agit de l'enterrement de cette personne, c'est là où chacun veut démontrer qu'il est capable d'ici. Non, s'il vous plaît. C'est nous tous. L'appel, je l'adresse à nous tous, en commençant par moi-même. Donc, revoyons, faisons les mesures barrières, et je crois que ça nous poussera même jusqu'en 2022, le temps que nos États aient l'argent de pouvoir acheter le vaccin, peut-être dont nous n'aurons même pas besoin. Voilà. Merci beaucoup, Madame Kadanga, Madame Mazalo Kadanga, qui est donc le directeur général de l'ANADEB, l'Agence nationale d'appui au développement à la base. Et docteur Baoui, avant de vous demander votre mot à l'endroit des populations, c'est vrai, vous êtes médecin infectiologue au CHU Ivagno sur Olympio, malgré tout ce qui se passe concernant le Covid-19, vous recevez toujours les patients viennent également se faire consulter pour d'autres pathologies? Bien sûr, effectivement, le quotidien continue. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons mis l'accent sur la Covid-19 parce que c'est une pandémie, mais dans les hôpitaux, les activités normales continuent et donc on reçoit les patients pour toute autre pathologie, pour des consultations, mais toujours dans le respect des mesures barrières. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je dis, bon, c'est vrai qu'on vient consulter pour d'autres pathologies, mais ce n'est plus comme avant, c'est-à-dire il y a de nouvelles dispositions qui sont prises. Bien sûr. D'accord. Alors, Dr Baoui, votre mot, votre appel à l'endroit des populations aujourd'hui concernant justement le Covid-19. Oui, merci. J'adhère à tout ce que la directrice générale de l'ANADEB a dit. Mon message, c'est surtout à l'endroit des élèves qui ont repris les classes. Alors, j'ai fait une situation du 1er au 19 novembre et le professeur a également fait une analyse très bien de la situation pour dire que cette situation c'est du 1er au 19 novembre et les élèves qui ont été contaminés, forcément ils ont pris la maladie avant la rentrée, ils ont pris le virus avant la rentrée des classes, puisque si on se confère à l'incubation de la maladie, du virus, c'est de 2 à 14 voire même plus. Donc ces enfants qu'on a détectés ont été contaminés avant même la rentrée. Maintenant, ce qui a lieu de soutenir, c'est de voir un peu les semaines à venir, 1 mois, 2 mois après la rentrée, pour voir un peu l'évolution de la situation. Si on en reste comme ça, 1-2 élèves après la situation, on va se dire que vraiment c'est vraiment gagné. Mais il y a une chose qu'il faut encourager au niveau des élèves, c'est que moi j'ai également fait une analyse. Une fois, un midi, j'ai appelé un enfant qui sortait de l'école et je lui ai demandé comment ça se passe depuis qu'ils ont repris les classes. Il m'a dit que sans masque, vous ne rentrez pas. Déjà, c'est une bonne chose. Sans masque, on ne rentre pas et le directeur ou bien le surveillant est là pour contrôler le port des masques chez les enfants avant de rentrer dans les classes. Donc, je pense qu'au moins, sur ce côté-là, il y a un travail qui est fait et on n'a qu'à les encourager pour que vraiment la rentrée on ne soit pas obligé d'interrompre les classes à cause d'une flambée épidémique. Donc je pense que tout ce que la directrice a dit, tout le monde doit y adhérer pour que vraiment, parce que nous on n'a pas encore les moyens et c'est les mesures barrières qui vont nous permettre
en attendant que le vaccin arrive. C'est les seules mesures que nous avons. Donc on exhorte tout le monde au respect scrupuleux de ces mesures. Des mesures peu coûteuses mais qui sauvent la vie. Et il faudra rappeler également le rôle important que devront jouer ici les parents d'élèves dans cette stratégie de lutte contre la maladie concernant justement les élèves. Merci beaucoup, docteur Alain Lidaobaoui, je rappelle donc, qui est médecin infectiologue au CHU Sylvanus Olympio. Professeur Daniel, votre mot à l'endroit des populations? Quand je venais à cette émission, je me disais que j'avais 2 mots de fin, mais c'est comme si la directrice a lu dans mes pensées. C'est éviter tout ce qui est regroupement. Et c'est parce que tous les jours on dit pour porter correctement le masque, on l'a dit, comme elle a dit, dans les églises, dans les services. Mais il faut qu'on évite les regroupements qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas nécessaires. Le gouvernement a pris des mesures pour fixer des nombres de personnes qui doivent participer aux cérémonies, par exemple à un enterrement. Il faut qu'on fasse un effort. Je compatis à des familles qui ont perdu des proches chers, mais il ne faut pas que l'accompagnement de cette personne à ces dernières demeures soit une source de contamination pour d'autres. On doit faire un effort collectif. Quand le coronavirus va passer, nous allons organiser les fêtes grandioses pour célébrer nos morts, comme on veut. Mais pour le moment, il faut qu'on fasse des efforts. Les anniversaires, les mariages, on peut faire ces activités-là dans un lieu plus restreint, avec très peu de monde. Le temps viendra, on va reprendre nos vies comme avant. Mon deuxième point de mot de fin, bientôt c'est les fêtes de fin d'année. C'est une période normalement festive. Il faut qu'on fasse attention, qu'on n'oublie pas qu'il y a le coronavirus. Les grandes campagnes de vente, de publicité, de mobilisation avec des tapages, il faut qu'on fasse attention, qu'on célèbre ces fêtes dans une ambiance plus restreinte pour passer le cap, et on espère que l'année prochaine les choses iront beaucoup mieux et on reprendra nos activités comme avant. Merci. Merci beaucoup, professeur Anoumou Daniel, professeur de bactériologie, virologie, chef laboratoire Covid au CHU Sylvanus Olympio, également membre du conseil scientifique. Merci, chers invités, d'être passés sur ce plateau, nous rappeler une fois encore l'importance du respect scrupuleux des mesures barrières pour éviter le coronavirus. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'autre rendez-vous, c'est vendredi prochain à la même heure. Bonsoir.